Bonjour Sébastien. Alors, l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des télécoms. C'est l'institution qui a organisé le processus d'enchères 5G fin septembre avec un bilan finalement plutôt positif avec des enchères qui n'ont pas atteint des sommes folles. L'État va récolter près de 3 milliards d'euros. C'est pas fini. On aura un deuxième temps un processus de positionnement des opérateurs pour ces enchères. Et globalement, je voudrais revenir sur le contexte dans lequel s'est déroulé ce processus d'enchères. C'est un contexte assez surréaliste, j'ai envie de dire, avec à la fois des débats complètement contradictoires entre les supporters de la 5G et les opposants. D'un côté, la 5G serait une promesse énorme pour nos industries, la promesse de rupture technologique forte et positive. Et d'un autre côté, la 5G, ce serait une course folle au progrès, avec des menaces fortes qui pèseraient sur notre environnement. Au fond, j'ai envie de vous dire comment avec le recul, comment on en est arrivé là. Est-ce que c'est un manque de pédagogie de la part des opérateurs qui portent la 5G, hein, c'est d'abord le projet des opérateurs, la 5G, ou de la part de l'ARCEP, de l'État? Est-ce que c'est de l'instrumentalisation politique? Est-ce que c'est tout à la fois? Merci, bonjour Fabienne, et merci aux Échos d'organiser cette conférence. Je sais que c'est pas simple pour les médias en ce moment, donc voilà, bravo de continuer à maintenir ce genre d'échanges qui me paraissent très importants. Écoutez, je crois qu'il y a deux choses en fait. Il y a une première question un petit peu objective qui est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les deux plateaux de la balance entre ce qu'apporte la 5G et les menaces qu'elle charrie. Bon. Et puis ensuite, donc ça c'est un premier niveau de question. Et ensuite, il y a une deuxième question, c'est comment est-ce que le regard de la société change sur la technologie? Et je crois que c'est au fond ces deux questions qui sont à l'origine du débat. Alors, sur la première question, qui est quelle est la balance entre les avantages et les inconvénients? Oui, je crois qu'il y a eu un manque d'explication sur ce qu'apportait la 5G. Je crois que ce n'est pas un secret. Pendant assez longtemps, je me suis senti très seul à l'ARCEP pour évoquer le sujet de la 5G. Lorsqu'en 2018, nous avons ouvert les premières expérimentations, j'ai dû écrire à une quarantaine de grands-mères, de grands chefs d'entreprise, de grands industriels, de grands acteurs des verticaux, de grands acteurs d'infrastructure, pour les mobiliser sur ce sujet, avec un résultat plus que mitigé. Et puis, effectivement, que ce soit l'État ou les opérateurs, je pense qu'on n'a pas réussi à rendre concret la 5G pour les gens. Donc effectivement, dans cette mise en balance en qu'est-ce qu'apporte la technologie et quels sont ses désavantages, je pense que la balance est moins évidemment équilibrée que d'habitude, par ce manque d'explication. Ensuite, mais ça me paraît en fait de second ordre. Je pense que ce qui a vraiment changé du tout au tout, c'est le regard de la société sur la technologie. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, la plupart des grands pays européens ont réalisé ces attributions l'année dernière, en début d'année 2020, et nous, on s'est retrouvé à regarder la 5G avec les yeux du confinement, avec les yeux d'une interrogation sur l'après. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à se projeter vers la question du modèle de société dans lequel on était. Et c'est à partir de ce regard que la question de la 5G a été passée au scanner. Et là, elle a souffert, effectivement, la 5G. Parce qu'elle a incarné un modèle de société qui était une poursuite du modèle actuel, voire son accélération, sans rassurer sur le fait qu'on prenait en compte d'autres dimensions. Donc je pense qu'effectivement, ce débat, vous l'avez considéré comme surréaliste. Moi, je dirais simplement qu'il est politique. Quand on parle d'immigration, quand on parle de fraude aux prestations sociales, on sait bien qu'il y a une différence très importante entre la réalité et le discours politique. Donc,
quand la politique se saisit d'un sujet, forcément elle le déforme un peu, forcément il y a certains qui l'instrumentalisent un petit peu, ça fait partie des règles de la politique. Donc simplement, nous on n'est pas habitués effectivement dans notre secteur, on est plutôt entre techniciens à ce que nos sujets soient saisis par le politique, mais c'est juste ça qui se passe en fait. Et donc, ça fait aussi partie du jeu démocratique. L'appropriation de ce sujet par les citoyens, le sujet de la 5G, c'est un enjeu majeur en fait pour cette nouvelle technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, que peut faire l'ARCEP à ce niveau-là? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, au point où on en est, c'est d'abord les maires qui, de mon point de vue, ont un rôle vraiment très important à jouer. Et moi, je me réjouis que plusieurs grands maires de grandes villes se saisissent de la question de la 5G et veulent organiser un certain nombre de travaux, de consultations locales pour veiller à cette appropriation et essayer de casser cette image d'une 5G subie, décidée par des États lointains, décidée par des entreprises lointaines. Et donc je pense que les maires, vous savez, tarte à la crème, les maires sont les élus préférés des Français. Il y a une volonté municipaliste, il y a un attachement de nos concitoyens à cette démocratie locale. Et donc je pense qu'elle peut jouer un rôle très important dans cette dernière ligne droite pour favoriser cette appropriation. Il y a aussi des maires qui déclarent des moratoires, comme on l'a vu récemment, un moratoire contre la 5G à Lille. Ça semble pas faire l'unanimité en fait, la volonté que vous décrivez chez les maires de vouloir engager des travaux autour de la 5G. Écoutez, je leur ai écrit ce matin, donc à la quinzaine de grands maires, pour, je dirais, prendre acte du rôle qu'ils sont amenés à jouer dans l'exercice de cette démocratie locale et leur signaler que l'expertise de l'ARCEP était à leur disposition, leur signaler un certain nombre de documentations techniques que nous avons, leur signaler nos travaux sur les questions environnementales et leur dire que notre porte était ouverte. Donc moi je crois que le dialogue, il est encore possible. Je crois que la concertation, elle est encore possible. C'est vraiment la toute dernière ligne droite. On est à moins de 2 mois, vraisemblablement, du lancement de la 5G. Donc, effectivement, c'est le bon moment pour organiser ce dialogue, mais je crois que c'est encore possible. Alors, il y a un point sur lequel les protagonistes semblent s'entendre quand même, c'est celui des conséquences environnementales possibles de la 5G. Elles sont réelles. On dit la 5G, c'est pas forcément la technologie en elle-même qui va avoir des conséquences négatives, mais plutôt peut-être le développement exponentiel de ses usages qui pourrait avoir des effets négatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Que peut faire l'ARCEP? Est-ce qu'il faut des mesures réglementaires fortes en matière environnementale, pour contraindre les opérateurs à prendre des dispositions? Écoutez, c'est une vraie question et à la fin, elle sera politique. C'est-à-dire, c'est vraiment le pouvoir politique. Vous savez, un régulateur, c'est jamais qu'un bras armé. Des fois, on dit, est-ce qu'un régulateur, c'est un contre-pouvoir? Non, c'est pas un contre-pouvoir. Un régulateur, c'est un bras armé. C'est-à-dire qu'il y a à un moment une décision politique d'agir sur le marché, d'apporter une garantie sur le marché, le cas échéant, d'orienter le marché. Et on met là une institution qui va faire cette courroie de transmission entre le marché et l'intérêt général. Et c'est une décision politique de le placer à cet endroit-là. Et donc, après, le régulateur, il a besoin d'autonomie, d'indépendance pour réaliser l'objectif politique. Mais il y a bien une intention initiale qui est politique. Et donc, la question de savoir si l'ARCEP peut jouer un rôle actif pour veiller à ce que le marché se développe dans le respect d'exigences environnementales, ce sera d'abord une décision du pouvoir politique. Alors il y avait une conférence à Bercy la semaine dernière sur cet enjeu-là qui était très intéressante et où on a vu qu'il y avait un éventail assez large, c'est-à-dire que, je caricature un peu Fabienne, vous m'excusez, mais il y avait un peu un courant numérique responsable, c'est-à-dire en gros les entreprises disant « vous inquiétez pas, on s'en occupe voilà », et les pouvoirs publics, le cas échéant, pouvant couper des cordons d'initiatives qui sont très, très bienvenus. Voilà. Et puis d'un autre côté, il y avait un courant consistant à dire « non mais en fait laissez tomber, il faut changer de modèle, on ne peut pas faire avec le marché, de toute manière, ça ne va pas. Quoi. » Bon. Et donc nous, notre offre de service, entre guillemets, notre proposition de valeur, elle intervient si se dessine une voie du milieu. C'est-à-dire une voie qui dit il y a des préoccupations qui sont légitimes
Et on ne peut pas laisser le marché dans sa seule responsabilité. Parce que, un, ce n'est pas son intérêt d'internaliser les externalités, excusez-moi cette grossièreté. Et puis deux, on revient au sujet démocratique. C'est-à-dire que la question du washing, elle est là. Et donc, il y a forcément, si on se base uniquement sur la bonne volonté des entreprises, il y aura aussitôt une critique qui est de dire « mais attendez, il n'y a pas de garant dans votre système ». Donc, nous, on pense qu'il y a une troisième voie sur laquelle on peut être utile, mais encore une fois, c'est aux politiques de dessiner cette voie, qui est de dire qu'on met un bras armé sur cette question de l'enjeu environnemental pour contrôler davantage les éléments les plus saillants du marché sur cette question du numérique et de l'environnement. À commencer par la question des équipements terminaux, qui sont aujourd'hui, je le rappelle, non régulés. Nous, ça fait 2 ans et demi que nous proposons à l'ARCEP de développer une nouvelle régulation de ces terminaux, sur un sujet un petit peu différent, mais qui rejoint aussi la question environnementale. Donc aujourd'hui, vraiment le trou dans la raquette, le trou béant dans la raquette, c'est la question des terminaux. Aujourd'hui, les opérateurs télécoms sont régulés, contrôlés, surveillés. On peut évidemment encore mieux le faire dans la question environnementale, et ça fera partie des solutions. Mais je crois que dans la hiérarchie des priorités, l'urgence absolue, c'est vraiment de s'intéresser aux terminaux. Et on voit déjà quelques initiatives fleurir ici ou là. L'autre enjeu de la 5G, en dehors des enjeux environnementaux, c'est aussi l'enjeu économique qui nous intéresse ici aux Échos. Les opérateurs télécoms n'ont pas réussi à monétiser la 4G. Est-ce que vous pensez qu'avec la 5G, ce sera différent ? Déjà, je ne suis pas d'accord. Et j'en profite, Fabienne, je suis désolé parce que dans votre introduction, vous avez indiqué que l'attribution des fréquences 5G a ramené près de 3 milliards à l'État. En fait, il faut y ajouter l'attribution des fréquences 700, qui étaient aussi des fréquences de la 5G et qui ont amené à peu près la même somme. Donc, juste une contribution d'environ 5,6 milliards d'euros des opérateurs télécoms sur l'ensemble des fréquences de la 5G. Je le rappelle parce qu'il y a eu des comparaisons qui ont été faites qui n'étaient pas forcément, me semble-t-il, tout à fait exactes. Écoutez, la monétisation, d'abord, moi je ne suis pas certain de cette absence de monétisation de la 4G que vous mentionnez. Puisque, si vous voulez, le secteur des télécoms, du mobile, en gros, c'est un secteur qui, de toute manière, est cyclique dans son réinvestissement. Et donc, quand vous avez des revenus réguliers, y compris stables, et des investissements cycliques, potentiellement, ça marche. Vous n'avez pas forcément besoin d'augmenter les prix. Voilà. Par ailleurs, je pense que la 4G a quand même permis une animation du marché nouvelle qui a peut-être permis d'éviter des baisses de prix, qui a permis de mieux segmenter le marché, qui in fine, a permis de dégager de la valeur, même si, dans son niveau général, les prix n'ont pas nécessairement augmenté. Même si les opérateurs ne le reconnaissent pas forcément, puisque c'est eux qui disent Bien sûr. On n'a pas réussi à monétiser la 4G. C'est ça, mais les opérateurs, si vous les écoutez, nous, on est des gros méchants, il faut nous tuer. Donc, voilà, moi, je filtre ce que disent les opérateurs par construction. Ça fait partie de mon métier. Donc sur la 5G, écoutez, moi je pense que oui, il y a des éléments intéressants du point de vue de la monétisation pour les opérateurs. Peut-être plus en B2B que vis-à-vis des tarifs pratiqués pour les forfaits 5G par les opérateurs. Les perspectives semblent plus fortes du côté des accords que les opérateurs télécoms pourraient signer avec les différentes industries intéressées par la 5G. C'est ça, c'est ce qui fait que c'est différent. C'est-à-dire que sur le marché grand public, on retrouve la même histoire que le passage de la 3G à la 4G. Voilà. Et ce qui se rajoute potentiellement aux opérateurs, c'est effectivement toute la partie, alors B2B au sens très large, puisqu'il y a à la fois tout le travail avec les verticaux, donc de rentrer dans l'intimité des verticales, de l'Internet des objets, de développer des partenariats, de vraiment rentrer dans la transformation numérique des secteurs, ce qui n'est pas évident. Curieusement, c'est quelque chose qu'on ne va pas trop venir aujourd'hui. On n'a pas le sentiment d'un engouement très fort des entreprises françaises à se lancer dans la 5G. J'y viens tout de suite. Et l'autre facteur de monétisation, c'est tout ce qui est hébergement de données
donc c'est-à-dire des prestations de valeur ajoutée vis-à-vis des grandes plateformes, notamment des OTT, et d'un certain nombre d'usages qui pourraient se développer, qui sont aussi une nouveauté. Alors oui, vous me parlez des verticaux et des industriels. Effectivement, il n'y a pas de rush vers la 5G, on va dire. Hein. En France, moi je me souviens, juste pour l'anecdote, c'était il y a 2 ans, je crois. On était à une réunion internationale et je vais voir mon collègue allemand, je lui dis comment ça va. Il me dit ah, la 5G. Alors je dis ah oui, bah oui, moi aussi la 5G c'est terrible. Alors moi c'était terrible parce que ça n'intéressait pas grand monde. Et alors lui, il me dit bah oui, c'est terrible. Parce que moi, j'ai BMW, Siemens, Bosch, qui font le siège du ministère pour avoir la 5G le plus vite possible, pour avoir leur fréquence, pour pouvoir lancer le service. J'ai déjà le port de Hambourg, j'ai déjà... Voilà. Et donc, oui, c'est clair qu'on a constaté un différentiel par rapport à d'autres pays qui, en partie, rejoint ce qu'on se disait au début, sur peut-être un déficit d'explication des pouvoirs publics sur cette question de la 5G. Et puis, peut-être aussi que c'est le symptôme d'un tissu industriel qui n'est pas au même positionnement dans la chaîne de valeur. Et qui a probablement aussi, parfois, pour certains, un peu de mal à épouser les nouvelles technologies, les innovations rapidement, en tout cas. Une dernière question, parce qu'on a épuisé notre temps, mais vous êtes à la fin de votre mandat, vous quittez vos fonctions en janvier 2021, peut-être rapidement un bilan, les points positifs et les regrets? Je dirais que le point positif principal, c'était qu'il fallait permettre à ce marché de fonctionner à 4 et de trouver sa stabilité et de faire face à, alors les Anglais appellent ça investment cliff, à la falaise d'investissement qui se présente au marché. Et je crois qu'on a réussi à le faire. On a réussi à créer un cadre qui a permis cet accroissement des investissements, je rappelle, de 50%, qui est unique au monde, hein, du marché des télécoms français. 7 milliards d'investissements, maintenant 10 milliards et demi. C'est évidemment un bond fantastique. Et je crois qu'on a créé le cadre qui l'a permis. Ça a été dur. On a pris des positions très dures. Il a fallu notamment intervenir sur la question du partage des réseaux mobiles, avec notamment ce contrat d'itinérance entre Orange et Free, qui était un peu la pomme de discorde du secteur, sur laquelle nous sommes intervenus. Ça a été dur. Il a fallu aussi définir un cap sur la fibre, qui permette à la fois à la locomotive Orange de continuer à avancer, mais tout en permettant aux autres opérateurs de monter à bord. Et donc, voilà, un certain nombre de clashs ont été hébergés dans vos colonnes sur ces différents sujets. Donc, vous les connaissez, vous savez que ça n'a pas été simple, mais je crois qu'on a permis de créer ce cadre d'investissement. Après, les regrets, moi, mon principal regret, c'est ce débat sur la 5G. C'est qu'au fond, il y a eu un manque d'explication, un manque d'anticipation sur, il y en a une partie qui est à l'ARCEP, sur le fait qu'en fait, en réalité, on est à un moment démocratique particulier. Je n'ai pas besoin de vous parler des Gilets jaunes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une exigence de nos concitoyens sur un certain nombre de grandes décisions qui sont prises. Nos citoyens souhaitent peser. Ils considèrent de plus en plus que le progrès n'est pas une évidence, et encore moins que le partage des fruits des progrès est une évidence. Et donc, il y a une exigence nouvelle, et parmi les éléments de réponse, je crois qu'il faut qu'on apprenne à travailler plus dans une logique d'écosystème ouvert, et dans une logique de commun. C'est-à-dire que il y a des grands opérateurs qui portent le marché, et c'est très bien, encore une fois. Et nous, on a créé les conditions pour que ces opérateurs répondent aux défis de l'investissement. Mais je pense qu'il faut accepter d'élargir le jeu. On l'a très bien fait dans la fibre, où on a un très large écosystème d'acteurs, notamment des réseaux d'initiatives publiques. On a des opérateurs entreprises aussi, locaux, régionaux, en très grand nombre. On a là un très large écosystème. Et au fond, ce qui nous manque dans le mobile, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est trop fermé. Et donc, je pense qu'il faut créer les conditions d'avoir un bazar à côté de la cathédrale.
Ça peut être un petit bazar, mais qu'il y ait des possibilités d'expérimentation qui soient beaucoup plus ouvertes, qu'il y ait plus de fréquences libres, qu'il y ait plus de possibilités sur le hardware de démonter, de jouer avec les outils technologiques. Et je pense que c'est en créant cette zone d'appropriation des outils, non pas dans une logique d'un État qui consulte, mais dans un État qui ouvre les portes pour agir. Et je pense que c'est par cette capacité d'action mieux partagée qu'on pourra relever ce défi. Très bien, ce sera un des enjeux de votre successeur. Alors, et puis peut-être aussi, vous ne l'avez pas mentionné, mais la régulation numérique sur laquelle vous avez beaucoup pris position, peut-être aussi ça, c'est peut-être une forme de regret. Finalement, l'ARCEP n'est pas forcément au centre comme un acteur essentiel de cette régulation numérique. Merci beaucoup en tout cas, Sébastien Soriano. Je peux juste dire un mot là-dessus ? Oui. Moi, mon but, c'était pas l'ARCEP. Moi, mon but, c'est que ça bouge. Et je suis très content de voir que les autorités françaises, aujourd'hui, demandent de manière insistante à la Commission européenne la régulation des plateformes structurantes et que la Commission est en train de bouger. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. Merci. Et vous entretenez encore le débat dans un livre que vous publiez ces jours-ci. Rappelez-nous le titre. Un avenir pour le service public. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien Soriano.